Un autre ouvrage plus au sud s'est approprié un record dans le génie civil. C'est le pont Chabandelmas de Bordeaux. C'est le plus grand pont levant d'Europe, un des plus grands du monde. Et on est au cœur d'une ville du 17e, une ville fantastique au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout ça fait que c'est un projet exceptionnel. Tout le génie a été de l'amener à cette taille-là et de le rendre fiable à cette taille-là, à ces niveaux-là de sollicitation, à ces niveaux-là de mécanique, à ces dimensions-là qui sont colossales. Mélanger le génie civil où l'on s'exprime en centaines de tonnes avec la mécanique où tout est référencé en millimètres promet aux ouvriers et ingénieurs une aventure incroyable. Mais c'est un pari qu'il faut entreprendre et réussir. Dans les années 2000, il n'y a pas d'autre solution. Il faut relier la rive droite et la rive gauche de Bordeaux sur un nouvel axe. Le pont de Pierre et celui d'Aquitaine ne sont plus suffisants. La ville de Bordeaux est en plein développement et elle avait un afflux de population de plus en plus important. Il fallait absolument mettre un pont supplémentaire entre les deux quartiers, Bacalan et Bastide. Mais l'ouvrage doit combiner plusieurs facteurs. Il doit être élégant, Bordeaux étant une ville référencée par l'UNESCO. Ce label oblige les bâtisseurs à respecter un cahier des charges très strict. Sinon la ville perd son titre, une catastrophe pour le tourisme. Dans le même temps, il faut faire un pont suffisamment grand pour laisser passer au-dessous les colosses des mers. Des bateaux gigantesques de plus de 100 000 tonnes. Après le Havre, c'est le deuxième port sur la façade ouest qui accueille les plus gros paquebots en France. Il n'y a que deux solutions. La première, c'est un tunnel. Mais il faudrait le creuser à plus de 800 mètres du fleuve pour avoir une pente suffisante et passer en dessous de la Garonne. Cela impliquerait des travaux dantesques au cœur de la ville. Le projet est d'emblée refusé. L'autre hypothèse, c'est un pont levant sa travée principale. Mais la complexité est importante. Il faudrait qu'il se lève à des hauteurs inconnues en France pour ce type d'ouvrage unique. Imaginez des pylônes atteignant 77 mètres de haut. Le défi est immense. Par ordre de comparaison, les tours de Notre-Dame à Paris font 70 mètres de haut. Comment les ingénieurs peuvent-ils bâtir un pont aussi haut? Quel système faut-il inventer pour lever à plus de 50 mètres un tablier de 2700 tonnes? Sans compter la menace des forts courants du fleuve. Comment protéger des structures qui peuvent être arrachées par un paquebot faisant une mauvaise manipulation? Dans l'histoire des ponts, en France et dans le monde, il y a eu énormément de catastrophes de bateaux qui percutaient les ponts. Le pont levant de Bordeaux est un gigantesque défi. Et c'est pour cela qu'il va battre tous les records. À commencer par ses fondations. Comment peut-on asseoir un tel ouvrage dans des eaux connues pour être remuantes? Il y a un marnage de 4 mètres qui est quotidien, des forts courants donc qui s'inversent en plus, puisque l'océan a beau être à une centaine de kilomètres, l'effet de la marée est réel ici à Bordeaux. Les courants ne sont pas la seule problématique. Le fleuve est 3 fois plus profond que la Seine à Paris et son lit complique les choses. Fond de Garonne, après 10 mètres d'eau, vous avez un certain nombre de mètres de vase, puis des sables très lâches, des graviers très désagréables, avant de toucher finalement, à près d'une trentaine de mètres sous le fond de la rivière, des sols durs. Pour poser les pylônes, il faut donc des bases exceptionnellement grandes et massives. Ce sont des colonnes de béton qu'il faut donc construire. Impossible de les faire sur les quais. Il faut un lieu exceptionnel pour cela. Et c'est à 5 km qu'il se trouve, un peu plus loin le long de la Garonne. Une gigantesque écluse dans laquelle on peut faire rentrer des bateaux pour les mettre en cale sèche et les réparer. La forme de Radoub n'accueille pas de navires en réparation, mais la construction des embases, de véritables colosses sur lesquels les pylônes s'appuieront. 44 mètres de long, 16 mètres de large, 18 mètres de haut, c'est considérable. L'embase fait 6000 tonnes et l'opération devient spectaculaire lorsqu'il faut la déplacer. Car les ouvriers procèdent comme lors d'une sortie de bateau. On ouvre à un moment la cale de Radoub
La cale de radeau se remplit d'eau, on ouvre la porte et les pièces en béton qui sont pourtant immenses, elles flottent grâce à Archimède. Et les ingénieurs qui les ont construits, ils attendaient de voir comment on allait soulever 6000 tonnes de béton par l'eau. Et effectivement, c'est parti en flottant. L'opération est périlleuse pour les pilotes des remorqueurs. Les courants sont forts dans la Garonne. Il faut des spécialistes, des pilotes habitués aux opérations complexes en mer, et ici, fins connaisseurs du fleuve et de ses passes navigables. Les SOC ne sont pas conçus comme des bateaux. Ils n'ont pas la navigabilité d'un bateau. Donc il faut absolument qu'ils aient leur stabilité propre. Le stress est omniprésent durant cette séquence des travaux. Une embase renversée et qui coulerait au fond de la Garonne, c'est un chantier qui s'arrête, avec à la clé plusieurs mois de retard. Mais les pilotes des remorqueurs sont des professionnels renommés. Ils parviennent ainsi à déplacer la première embase jusqu'à l'emplacement choisi. Un lieu qui a fait l'objet d'un travail spécifique à 10 mètres de profondeur, avant que l'embase ne soit fixée. Car la composition du lit de la Garonne complique les travaux.